Il pensait que l'insigne de son pouvait le protéger de la justice. Mais quand la fierté s'est heurtée au juge qui ne pouvait pas être acheté, la salle d'audience s'est tue et une phrase à laquelle personne ne s'attendait a tout changé. Cela s'est passé dans une petite salle d'audience du Rhode Island où le silence avait plus de poids que les mots, le genre de silence qui se pressait contre les murs en bois comme l'air avant un orage. La salle était modeste mais digne, avec des rangées de bancs en chêne polis par des années de mains agitées et le faible bourdonnement des ventilateurs de plafond qui luttaient contre l'air lourd de l'été. Derrière le banc était assis le juge Frank Caprio, un homme dont l'autorité calme était connue dans tout l'État. Il ne se comportait pas avec l'intimidation, mais avec la gravité patiente de quelqu'un qui comprenait que chaque verdict portait plus que de la paperasse, il transportait des vies humaines. Les caméras d'une émission matinale locale avaient été installées dans le coin, filmant ce qui était censé être une séance de routine d'infractions mineures et de citations. Personne ne s'attendait à ce que la journée se transforme en quelque chose d'historique. Parmi la foule était assis un homme plus âgé nommé Arthur Mérin, sa posture raide, sa mâchoire acérée comme si elle était taillée de fierté elle-même. Il portait un costume sombre qui avait vu trop de cérémonies familiales et trop peu de moments humbles. Son fils, le chef de la police Daniel Mérin, était assis tranquillement derrière lui, l'éclat de son insigne d'uniforme attirant les lumières de la salle d'audience. Les deux étaient presque des reflets l'un de l'autre, sauf que là où les yeux de Daniel contrôlaient, Arthur était brûlé de défi. Lorsque le juge Caprio a commencé à poser une simple question de procédure sur une amende impayée liée à un différend de zonage de la ville, Arthur l'a à peine laissé finir. Sa voix, sèche et coupante, a traversé la pièce comme une fissure dans le verre. Il a accusé le juge d'agir au-dessus de tout le ton des années passées à croire. L'air s'est resserré. Les spectateurs se sont penchés en avant, sentant une tempête se préparer dans le calme. Les doigts du chef se sont légèrement recroquevillés sur son genou, comme s'il se préparait au coup qu'il pouvait déjà voir venir. Le juge Caprio n'a pas élevé la voix, mais son expression a changé subtilement, le calme d'un homme qui avait enduré l'arrogance auparavant, mais qui ne l'a jamais laissé tacher la dignité de la cour. Il a averti Arthur du mépris, les mots prononcés uniformément, mais résonnant comme du fer tombé sur du marbre. Arthur a ignoré la prudence, sa fierté s'est accrue, renforcée par la pensée tacite que la position de son fils le rendait intouchable. Il s'est penché en arrière et a murmuré quelque chose à propos du tribunal qui lui devait le respect, le genre de phrase qui a été insultée longtemps après que tout le juge dans la salle c'était un défi au fondement de la justice elle-même. Les caméras se sont tournées, zoomant sur le visage du juge Caprio. Pendant un moment, il a simplement observé Arthur en silence, les secondes s'étendant si longtemps que le bruit d'un stylo tombant quelque part dans la galerie a fait tressaillir la moitié de la salle. Quand il a finalement parlé, ce n'était pas avec colère mais avec finalité. Il a déclaré que le tribunal convoquerait une audience formelle pour aborder le comportement d'Arthur Mérin, une procédure publique pour outrage, ouverte à la presse. L'annonce a frappé la foule comme un coup de tonnerre. Quelques murmures ont ondulé sur les bancs, l'incrédulité se mêlant à la crainte. Personne, pas même le père du chef de la police, n'a pu échapper à la responsabilité dans la salle d'audience de Caprio. Daniel Mérin sentait son, Pools, Essex Cellar. La vue de son père, debout dans un silence obstiné devant le banc, avait l'impression de regarder un effondrement lent de tout ce qu'il avait essayé de construire, l'intégrité de son département, sa réputation, le statut tranquille de sa famille dans la ville. Il voulait parler, calmer son père, mais il savait que toute ingérence ne ferait qu'aggraver les dégâts. Alors il est resté assis, figé entre la loyauté et le devoir, sa mâchoire s'est serrée si fort qu'une veine s'est levée à sa tempe. L'arrogance de son père avait toujours été son angle mort. En grandissant, Daniel avait vu Arthur parler de ses contraventions de stationnement, des amendes de zonage et même d'un différend d'entrepreneurs en lâchant des noms et en serrant la main dans les coulisses où l'influence était la monnaie. Mais cette fois, cette monnaie était épuisée. À l'extérieur du palais de justice, l'air humide était épais avec le bourdonnement des équipes de tournage et des journalistes désireux de faire la une des journaux. Ils l'ont appelée la confrontation Caprio, la qualifiant d'affrontement entre la loi et l'application de la loi, la justice et les privilèges. Des microphones planaient près des portes du palais de justice, attendant une citation. À l'intérieur, le juge Caprio est revenu à ses notes sans un sentiment de triomphe, comme si l'explosion n'avait été qu'un autre dossier de son dossier. Pourtant, sous le calme mesuré de son comportement, la salle d'audience avait changé. Ce n'était plus seulement un lieu de droit, c'était maintenant l'étape d'un jugement moral
qui se répercuterait dans les cercles du pouvoir de la ville à la tombée de la nuit. Arthur sortit de la pièce en marmonnant toujours sur l'équité, mais le défi avait perdu de son poids. Son visage était pâle, non pas de honte, mais de la prise de conscience soudaine que son autorité ne signifiait rien dans cet espace. Ses pas résonnaient dans le couloir de marbre, suivi du rythme cliquetis des chaussures des journalistes. Chaque flash d'une caméra est devenu un rappel que ce n'était plus un embarras privé. C'était une perte publique. Derrière lui, Daniel a suivi à un rythme plus lent, ressentant l'étrange mélange de pitié et de ressentiment que seuls les fils de père fiers peuvent comprendre. Alors qu'il sortait par les lourdes portes en bois, Daniel pouvait voir les SEM qui attendaient au-delà des marches du palais de justice. Des camionnettes de nouvelles, des microphones, des passants curieux, tous avides d'une histoire. Au moment où les portes se sont ouvertes, les questions ont commencé. Les journalistes ont crié au sujet du favoritisme, de la corruption et de l'influence. Le tempérament d'Arthur s'est à nouveau enflammé, sa voix s'élevant au-dessus du bruit alors qu'il leur disait que le juge n'avait pas le droit de l'humilier. La foule l'a dévoré instantanément. Pour les caméras, c'était du spectacle. Pour Daniel, c'était l'agonie. Il s'est légèrement détourné, évitant le contact visuel avec les journalistes, sachant que ces images seraient diffusées sur toutes les stations locales au coucher du soleil. Au moment où ils ont atteint leur voiture, les premiers clips des médias sociaux circulaient déjà, le geste dédaigneux d'Arthur envers le juge, le flash de la réponse calme du juge Caprio, les murmures du public. En quelques heures, ce serait plus que de simples potins dans la salle d'audience. Ce serait un débat à l'échelle de la ville sur le pouvoir, la justice et l'arrogance de ceux qui se croyaient au-dessus. Daniel s'est assis silencieusement dans le siège du conducteur pendant que son père se déchaînait à côté de lui, inconscient de la mesure dans laquelle les dégâts s'étaient déjà propagés. De retour dans la salle d'audience, le juge Caprio est resté assis pendant plusieurs minutes après l'ajournement, fixant le banc vide où Arthur s'était tenu. Il avait vu d'innombrables visages traverser son tribunal, certains pleins de remords, d'autres provoquants, mais il avait rarement vu un mépris aussi ouvert de la part de quelqu'un qui aurait dû savoir mieux. Ce n'était pas personnel. C'était le reflet de quelque chose de plus grand, une croyance croissante parmi les puissants que la responsabilité pouvait être négociée. Caprio savait mieux. La justice, pour lui, n'était pas une question de punition. C'était une question d'humilité. Et l'humilité était quelque chose qu'Arthur Mérin avait oublié depuis longtemps. Dehors, la dernière lumière du soleil a brûlé à travers les fenêtres du palais de justice, transformant le parquet en ambre profond. Le concierge a balayé tranquillement, jetant un coup d'œil à l'endroit où la dispute avait éclaté plus tôt dans la journée. Pour lui, c'était juste une autre salle d'audience nettoyée après une autre longue séance. Mais pour tous ceux qui en avaient été témoins, le greffier, les gardes, les journalistes, c'était un moment qui ne s'estomperait pas facilement. Pour la première fois depuis des années, les habitants de la ville ont vu que même le plus haut insigne ne pouvait pas protéger un homme des conséquences de sa propre fierté. La réputation d'Arthur a commencé à s'effilocher à la tombée de la nuit. Des collègues qui avaient jadis parlé de lui avec respect chuchotaient maintenant dans l'inconfort, ne sachant pas comment défendre son comportement. Les responsables de la ville se sont rapidement distancés, supprimant de vieilles photos et émettant des déclarations de neutralité. Le téléphone du chef de la police bourdonnait sans cesse, des appels du maire, du syndicat et même d'amis de la famille, demandant ce qui s'était réellement passé. Chaque message était plus profond que le précédent. Il avait passé des années à renforcer la crédibilité de son département, mais maintenant chaque titre incluait son nom de famille, à côté de la honte de son père. Et pourtant, à mesure que le bruit autour de l'incident augmentait, le silence de Daniel s'alourdissait. Il ne parlait pas à la presse. Il ne défendait pas son père. Il ne le condamnait pas non plus. Au fond, il savait que cette seule explosion n'était que la surface de quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose enraciné dans des décennies de droits et de secrets enfouis. Sous son expression calme, une pensée a commencé à se former. Si c'était ce que le monde voyait à la lumière du jour, qu'est-ce qui pourrait sortir quand les ombres commenceraient à parler? Pour la première fois de sa carrière, le chef de la police s'est senti impuissant, non pas parce qu'il manquait d'autorité, mais parce que la vérité, une fois ignorée, commençait enfin à le pourchasser. Et alors que l'horloge du palais de justice sonnait 4 heures, son écho a persisté comme un avertissement discret que l'histoire de la famille Mérin et leurs calculs ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, la ville bourdonnait de chuchotements sur l'incident de Caprio. C'était le genre d'histoire qui se répandait plus vite que la vérité ne pouvait la rattraper,
bavardage dans les cafés, téléscripteurs, animateurs de radio débattant du pouvoir et des privilèges. Chaque titre portait la même image. Arthur Mérin regardant fixement vers le banc, le juge Caprio immobile et le chef Daniel Mérin figé derrière lui avec l'expression d'un homme regardant sa famille et sa carrière vaciller sur le bord. Ce qui avait commencé comme une explosion dans la salle d'audience s'était transformé en une tempête civique, et à huis clos, des hommes puissants se démenaient pour le contenir. Dans le bureau du chef, faiblement éclairé, les stores à moitié tirés contre l'éblouissement de fin d'après-midi, l'air était épais de tension de la part de son adjoint du maire. C'étaient des hommes qui avaient ri dans le salon d'Arthur, sirotant du whisky tout en se vantant des contrats de la ville qui semblaient toujours trouver leur chemin entre les mains de son entreprise. Maintenant, ils parlaient de lui comme d'un passif, d'un embarras qui pourrait tout démêler si Caprio décidait de creuser plus profondément. Le chef a essayé de garder sa voix égale, ses paroles mesurées, alors qu'il exhortait à la patience. Il a expliqué que son père était vieux, impulsif et avait laissé la fierté prendre le dessus sur lui. Le maire adjoint a marmonné que Caprio ne peut pas être raisonné et que l'ancien juge devenait un problème pour la politique de la ville, trop honnête pour la machine qui se nourrissait autour de lui. L'un des donateurs a suggéré un don discret, une compréhension tacite que parfois la bonne volonté venait dans des enveloppes plutôt que dans des éloges. Le chef a regardé la surface polie de son bureau, son reflet fracturé par les légères égratignures d'années de service. Et pour la première fois, il a ressenti le poids rampant de l'impuissance. Il ne se battait plus seulement pour son père, il essayait d'empêcher les fondations de leur monde de s'effondrer. Dehors, des sirènes lointaines saignaient dans le bourdonnement de la ville, un rappel que l'ordre, aussi étroitement contrôlé soit-il, n'était que temporaire. Tard dans la nuit, Daniel est rentré chez lui pour trouver son père assis dans le noir, la faible lueur d'une télévision scintillant contre son visage doublé. Les présentateurs de nouvelles rejouaient des clips de la salle d'audience, disséquant chaque geste, chaque mot, comme s'il s'agissait de théâtre. Arthur ne s'est pas retourné quand Daniel est entré. Il a simplement marmonné dans son souffle qu'il avait été humilié devant tout l'État. Son ton était amer, plein de ressentiment, presque enfantin dans son refus d'accepter la faute. Daniel voulait lui rappeler qu'il avait franchi une ligne, que le juge Caprio lui avait autrefois épargné l'humiliation il y a des années quand il a mis fin à cet accord de logement entaché. Mais la mémoire a envahi avant qu'il puisse parler, le flashback de ce moment où Arthur s'était tenu dans une autre salle d'audience, quand il soupçonnait la corruption, Calo. Le juge lui avait alors dit que la loi doit servir le peuple, pas ses poches. Arthur avait souri poliment en public, mais en privé, il avait claqué son verre sur la table et juré de se venger. Cette blessure n'avait jamais guéri, il s'était envenimé tranquillement, attendant le jour où il pourrait rouvrir. Ce flashback hantait Daniel maintenant. Il s'est rendu compte que la rage de son père envers Caprio n'était pas une question de fierté. C'était une question de vengeance déguisée en principe. L'entreprise de construction avait prospéré grâce aux faveurs et aux hochements de tête discrets de ceux qui devaient quelque chose à la famille Mérin. Daniel s'était toujours dit qu'il était différent, que son badge le séparait de la toile de faveur tissée par son père. Mais assis là, regardant Arthur déclamer à propos de la portée excessive de Caprio, il a vu les frontières entre la justice et la loyauté s'estomper. Il a essayé d'expliquer que cette fois, le juge ne serait pas influencé par l'influence, que le pouvoir ne signifiait rien dans la salle d'audience de Caprio. Arthur l'a renvoyé, qualifiant de non-sens, insistant que des hommes comme Caprio avaient toujours un prix. Daniel s'est détourné avant que sa propre tenue. Dans les jours qui ont suivi, les chuchotements se sont transformés en pression. Les appels provenaient de la mairie, des membres du conseil de police, même des politiciens des districts voisins. Le message était toujours le même. Faites disparaître cela. Le juge Caprio a été exhorté à faire preuve de compassion, à abandonner l'audience pour outrage pour le bien de l'unité. Un conseiller municipal a suggéré qu'il serait préférable pour la confiance du public que Caprio pardonne publiquement au vieil homme. En échange, ils ont promis de généreux dons à des programmes de sensibilisation des jeunes sous le nom du tribunal. Mais Caprio, assis dans ses modestes chambres, lisant le flot sans fin de lettres et de déclarations, n'a pas plié. Il a compris le jeu qui se jouait, l'attente discrète qu'il devrait confondre miséricorde avec soumission. Lorsqu'un journaliste lui a officiellement s'il ne reconsidérerait pas du tout justice. Ces mots, imprimés le lendemain, ont été lus dans toutes les salles de rédaction et stations de diffusion de l'État. Alors que le jour de la détermination de la peine approchait,
La tension dans le palais de justice montait comme la marée avant une tempête. Les couloirs bourdonnaient de journalistes et de membres du personnel de la ville, le poids de l'anticipation pesait dans l'air. Lorsque les portes de la salle d'audience se sont ouvertes ce matin-là, cela ressemblait moins à une audience qu'à un conte. Arthur Mérin est entré entre deux maréchaux, les mains menottées devant lui. L'homme qui se portait autrefois comme un roi semblait maintenant plus petit, ses yeux se précipitant nerveusement vers les caméras qui capturaient chaque pas. Son costume pendait légèrement, ses épaules affaissées. Au premier rang, Daniel était assis en silence, son uniforme net, son insigne brillant sous les lumières dures. Mais ses yeux révélaient l'intérieur, un fils déchiré entre l'homme qu'il devait protéger et la fracture qui ne pouvait plus. Le juge Caprio est entré quelques instants plus tard, les murmures dans la galerie tombant dans un calme instantané. Il se déplaçait avec une précision calme, chaque pas délibéré, chaque geste discipliné. Son marteau reposait sur le banc comme une extension de sa volonté. Il a commencé à lire les accusations formellement, son ton mesuré, sans venin ni moquerie. Pourtant, sous ce calme, il y avait une gravité que personne ne pouvait prendre pour de la clémence. La salle d'audience a regardé Arthur se lever pour faire face à l'homme qui l'avait insulté une fois. Les mêmes caméras qui avaient capté son arrogance captaient maintenant son malaise. Il a parlé brièvement, marmonnant des mots qui se brouillaient entre excuses et légitime défense, affirmant malentendu, épuisement, humiliation. Mais sa voix vacillait, craquant sous le poids des conséquences. Pendant un moment, il y a eu un silence, une pause si profonde qu'on a eu l'impression que le monde lui-même retenait son souffle. Le juge Caprio s'est légèrement penché en avant, le regard fixe et presque compatissant, comme s'il regardait un homme qu'il avait plus de pitié que de mépris. Quand il a finalement parlé, ses paroles ont traversé le calme avec une clarté absolue. Il a dit que le respect de la justice n'était pas un privilège des puissants mais un devoir partagé par chaque citoyen, que la salle d'audience ne se souciait pas des titres, et que l'arrogance, quelle qu'en soit la source, empoisonne la structure même de la loi. Arthur a légèrement tremblé alors que les paroles de Caprio l'envahissaient, le défi qui le protégeait autrefois se fondant en quelque chose de proche de la peur. Puis, d'une voix qui s'est portée dans tous les coins de la pièce, le juge Caprio a prononcé la ligne qui résonnerait à travers la ville et au-delà. Il a dit à Arthur Mérin qu'il avait confondu miséricorde avec faiblesse. Les mots ont atterri comme un verdict plus lourd que n'importe quelle amende ou peine. La tête de Daniel s'est baissée comme si l'air lui-même s'était alourdi autour de lui. Dans cette seule phrase, toute l'illusion de pouvoir qui avait entouré leur famille s'est brisée, et la ville qui avait autrefois murmuré leur nom avec respect l'a maintenant murmuré avec incrédulité. Les caméras ont capturé chaque image, les mains tremblantes, les yeux baissés, l'autorité tranquille d'un juge qui refusait de se pencher. Vous avez confondu la miséricorde avec la faiblesse. Le tournant est venu tranquillement, non pas de la salle d'audience, mais de la lueur d'un écran d'ordinateur dans une salle de rédaction du centre-ville. Un jeune journaliste du nom de Daniel Cross avait suivi de manière obsessionnelle l'incident de Caprio, convaincu qu'il y avait plus sous l'indignation du public. Il n'avait que 27 ans, encore assez nouveau dans le journalisme pour croire que la vérité pouvait renverser des géants. Son rédacteur en chef avait rejeté ses soupçons, qualifiant l'histoire de terminée, mais Daniel a continué à creuser. Puis, tard dans la nuit, alors que la pluie se pressait contre la fenêtre de son bureau, il l'a trouvé, un dossier numérique intitulé Inspection 2009, enfoui dans la base de données obsolètes des infrastructures de la ville. À l'intérieur se trouvaient des images, brutes et non coupées, montrant Arthur Mérin remettant une enveloppe à un ancien inspecteur de la voie de Daniel était figée sur un site de construction. Mais la voix de Daniel était assez claire. Il savait que ce n'était pas seulement une preuve, c'était une bombe à retardement. À l'aube, la vidéo était en ligne, son titre simple et impitoyable, exclusif. Le père du chef de la police pris dans un scandale de corruption. En quelques heures, la ville a de nouveau éclaté. Les images se sont répandues sur les médias sociaux plus rapidement que n'importe quel officiel ne pouvait réagir. Les présentateurs des nouvelles du matin les ont disséquées image par image, montrant le transfert d'Arthur au ralenti, bouclant le clip jusqu'à ce que l'incrédulité se transforme en fureur. Devant la mairie, les journalistes se sont rassemblés en grappe, exigeant des déclarations. Le bureau du maire a publié une annonce soigneusement formulée, affirmant choc et déception, même si beaucoup soupçonnaient qu'ils étaient plus préoccupés par la distance que par la justice. Le syndicat de la police, longtemps aligné avec la famille Mérin,
a annoncé une suspension temporaire de tout soutien au contrat de construction d'Arthur. Pour la première fois, l'empire qui semblait intouchable a commencé à se séparer, non pas de la phrase de Caprio, mais de la vérité qui s'échappait enfin de sa cage. Daniel Méran à la télévision. Il s'est rendu compte que les murs protégeant son père n'avaient jamais été faits de pouvoir, il avait été fait de silence, et ce silence venait de se briser. Ce matin-là, le juge Caprio est arrivé au palais de justice à travers une foule 2 fois plus nombreuse qu'auparavant. Les manifestants se tenaient à côté des journalistes, leurs pancartes lisant des phrases telles que personne au-dessus de la loi et la justice doit se tenir. Pourtant, au milieu du tumulte, Caprio a marché avec le même calme qui avait défini sa carrière. Dans la salle d'audience, il a examiné les preuves mais a refusé de se précipiter vers le jugement. Ce n'était pas un homme qui a confondu le chaos avec le progrès. Il se concentrait sur l'ordre, sur le fait de laisser la vérité peser sur elle-même. Alors que la ville se déchirait dans le débat, il a rencontré en privé des conseillers juridiques, des enquêteurs et des greffiers, s'assurant que chaque motion était transparente, chaque décision traçable. Il ne permettrait pas que cette affaire devienne du théâtre. Justice, il ne doit pas être vécu. Mais alors même que Caprio travaillait dans une intégrité discrète, une autre vague se formait dans les coulisses. La prochaine audience, prévue pour la semaine suivante, était censée être procédurale, une extension de l'affaire d'outrage d'Arthur. Mais elle est devenue quelque chose de bien plus explosif. Les journalistes ont rempli chaque banc, les caméras ont tapissé le mur du fond, et même les médias nationaux ont commencé à diffuser en direct. Daniel Méran est entré par une porte latérale, son uniforme pressé, son expression illisible. Il n'avait pas parlé publiquement depuis que le scandale a éclaté, et le silence qui l'entourait n'avait fait qu'alimenter les spéculations. En prenant place, les murmures de la foule se sont calmés. Son père a été amené peu de temps après, ses poignets à nouveau liés par la lueur terne des menottes en acier. L'homme qui avait jadis dans les yeux baissés. Les lumières de la salle d'audience brillaient au-dessus de sa tête, suffisamment brillantes pour révéler chaque ligne d'épuisement sur son visage. Lorsque le juge Caprio a rappelé la séance à l'ordre, tout le monde s'attendait à des déclarations de routine. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement changé l'équilibre. Un greffier s'est approché du banc et a remis à Caprio un affidavit scellé. Il a scanné brièvement, ses sourcils se rétrécissant légèrement avant de faire un geste vers la galerie. La porte latérale s'est ouverte, et un homme en costume s'est avancé, le visage pâle mais résolu. Le greffier l'a annoncé comme un ex-comptable de Méran Construction, un nom qui ne signifiait pas grand-chose pour le public mais tout pour les personnes au premier rang. Il était venu volontairement, demandant à témoigner. Ce qui a suivi a été une confession qui a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. Il a parlé de comptes cachés, de sociétés écrans et de factures falsifiées, des millions de fonds publics siphonnés dans des projets privés étiquetés comme installations qui n'ont jamais existé. Pendant qu'il parlait, les halètements du public montaient par vagues, chaque révélation plus sombre que la précédente. Le cœur de Daniel battait dans sa poitrine alors que les pièces s'assemblaient. Le projet d'agrandissement du siège qu'il avait fièrement dévoilé lors d'une conférence de presse, celui que son père avait qualifié de cadeau à la ville, avait été une façade. Son insigne, son département, son honneur avaient tous été utilisés comme boucliers contre la corruption qu'il n'avait même pas vu venir. Il jeta un coup d'œil vers son père, qui était assis immobile, les yeux fixés sur le sol, les épaules tremblantes très légèrement. Le juge Caprio écouta sans interruption, même si son visage trahissait la moindre trace de chagrin, celle qui vient de voir une famille se détruire de l'intérieur. Quand le comptable eut terminé, le silence retomba, plus profond et plus étouffant qu'auparavant. Le chef baissa la tête, le poids de son insigne se pressant sur lui comme un verdict attendant d'être prononcé. Autour de lui, les flashs des caméras étincelaient comme un éclair, capturant chaque mouvement, chaque respiration. Il pensa au serment qu'il avait prêté, pour protéger la ville, pour faire respecter la loi, et pour la première fois, il se demanda s'il avait vraiment été à leur hauteur. L'héritage de son père avait été construit sur une tromperie déguisée en service, et maintenant il s'effondrait sous les yeux du monde. La décision à laquelle il était confronté était impossible. Protéger l'homme qu'il avait élevé ou protéger les personnes qu'il avait juré de servir. Il pouvait sentir les yeux de la salle d'audience brûler en lui, attendant de voir quelle voie il choisirait. Puis c'est arrivé. Le chef a tendu la main, a détaché son badge et l'a placé sur la table en bois devant lui. Le cliquetis métallique a résonné dans la salle d'audience comme une cloche signalant la fin de quelque chose de sacré. Des halètements ont rempli la galerie,
Même les journalistes ont interrompu leur frappe. Ce n'était pas un acte de reddition, c'était un acte de conscience. Il s'est levé lentement, son uniforme toujours immaculé, mais son visage pâle de résignation. Il a parlé tranquillement, disant qu'aucun badge ne valait plus que la vérité. Les mots étaient faibles mais portés à travers la pièce silencieuse comme un vœu. Son père l'a alors regardé, les yeux écarquillés, comme s'il réalisait trop tard ce que la loyauté avait coûté. Le juge Caprio n'a pas parlé immédiatement. Il a laissé le poids du moment s'installer, s'enfoncer dans tous les cœurs présents. Puis il a ordonné que l'affaire soit renvoyée aux enquêteurs fédéraux, s'assurant qu'aucune influence locale ne pouvait interférer. L'arrogance d'Arthur Mérin, autrefois incassable, s'est finalement dissoute en panique visible. Ses mains ont tremblé, sa respiration peu profonde, alors que les maréchaux se rapprochaient. Les journalistes à l'extérieur décriraient plus tard l'image comme un roi abattu, un homme dont le pouvoir a disparu au moment où la vérité est entrée dans la pièce. Mais à l'intérieur, personne n'a applaudi. Le silence était respectueux, lourd de la prise de conscience que la justice, quand elle arrive, ne rugit pas, elle bourdonne comme le tonnerre sous le plancher. Alors que Caprio rassemblait ses papiers, se préparant à ajourner, son expression restait illisible. Pour les caméras, il semblait que l'affaire était terminée, que la sentence avait été prononcée et l'histoire terminée. Mais à ses yeux, il y avait quelque chose de tacite, un calme avant la prochaine vague. Il regarda brièvement Daniel Mérin, qui se tenait immobile à côté de la table où reposait son insigne, puis Arthur, dont le monde s'était effondré en moins d'une heure. La voix du juge était stable quand il a renvoyé le tribunal, mais ceux qui le connaissaient pouvaient voir qu'il n'avait pas fini. Il y avait plus sous la surface, quelque chose que ni les caméras ni la ville n'avaient encore vu. Et alors que la foule commençait à se lever, retenant son souffle, sentant que la tempête n'était pas terminée, une vérité devint claire. La plus grande tournure de Caprio n'était pas encore terminée. Lorsque le juge Caprio est revenu pour prononcer la sentence finale, la salle d'audience s'est sentie différente, pas plus bruyante ou plus encombrée, mais plus lourde, comme si les murs eux-mêmes comprenaient la gravité de ce qui allait se passer. Chaque siège était rempli. La lumière du matin a traversé les hautes fenêtres dans des puits dorés, attrapant la faible poussière qui pendait dans l'air comme une vérité suspendue. Les journalistes étaient là depuis l'aube, leurs caméras entraînées sur le banc, attendant le point culminant de l'affaire la plus polarisante de la ville depuis des décennies. D'un côté, la presse était assise, murmurant doucement sur les retombées politiques et l'effondrement de la réputation. De l'autre, des officiers du département étaient assis, silencieux dans leurs uniformes, ne sachant pas s'il fallait regarder leur chef ou détourner les yeux. À l'avant, Arthur Mérin était assis enchaîné, un léger tremblement dans ses mains trahissant l'épuisement sous sa posture toujours provocante. Son fils, Daniel, était assis 2 rangées derrière, son uniforme remplacé par un simple costume. L'insigne qu'il avait autrefois porté avec fierté était maintenant enfermé dans le stockage des preuves, un symbole d'intégrité qui attend d'être récupéré. Quand Caprio est entré, les murmures ont disparu. Il s'est déplacé vers le banc avec le même rythme délibéré que toujours, sa présence attirant l'attention sans jamais l'exiger. L'air s'est resserré alors qu'il plaçait ses papiers devant lui et ajustait ses lunettes. Ses yeux ont balayé la pièce, admirant la mer de visages, le mélange de curiosité, de tension et de honte tranquille. Puis, sans préambule, il a commencé à lire la décision. Sa voix a traversé la salle avec un calme constant, chaque mot délibéré et clair, comme le son d'une cloche coupant le brouillard. Il a déclaré qu'après avoir examiné les preuves, les témoignages et la piste financière découverte par les enquêteurs, le tribunal n'avait d'autre choix que de déclarer Arthur Mérin coupable de fraude, de corruption et d'entrave à la justice. La peine, a-t-il dit, aurait été de 3 ans de détention fédérale selon les directives standards. Mais compte tenu de l'âge avancé de l'accusé et de son service public antérieur, elle a été réduite à 1. Le verdict n'a pas été choqué, mais inévitable, un poids que tout le monde dans la pièce attendait de ressentir. Mais c'est ce qui a suivi qui a fait passer l'atmosphère de punitive à transformatrice. Caprio a mis le dossier de côté et s'est penché en avant, son ton passant de judiciaire à réfléchi. Il a dit que la punition seule ne pouvait pas guérir les blessures d'une ville, que la responsabilité sans restauration était incomplète. Son regard s'est tourné vers Daniel Mérin, qui était assis immobile, les mains serrées sur ses genoux. Caprio a parlé du silence du chef pendant l'épreuve, non pas comme une faiblesse,
mais comme le calme d'un homme confronté à une vérité trop grande pour être dite. Puis vint la décision que personne n'avait anticipée. Le tribunal a ordonné que le chef Mérin ne soit pas renvoyé, mais qu'il serve plutôt de témoin principal et de coordinateur dans un nouveau partenariat fédéral-ville, le programme de réforme de l'intégrité. Son devoir serait d'aider les enquêteurs à couvrir les pratiques frauduleuses au sein du département de la ville. C'était à la fois une phrase et une seconde chance, une qui exigeait du courage moral plutôt que de la conformité. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. Pendant un long moment, Daniel n'a pas bougé. Il s'était préparé à la punition, pas à la rédemption. Puis, avec un effort visible, il s'est levé. Sa voix, basse et instable, a brisé le silence en remerciant la cour d'avoir fait ce qu'il disait n'avoir jamais eu le courage de faire, défendre la vérité, même si cela signifiait abattre ses propres murs. Ses yeux brillaient en regardant vers son père, dont l'expression s'était durcie en quelque chose entre l'incrédulité et le regret. La bouche d'Arthur s'ouvrit légèrement, comme pour protester, mais aucun son ne vint. Caprio fit un petit signe de tête, la plus faible reconnaissance de l'humanité au milieu de l'épave de la fierté. Dehors, la nouvelle de la condamnation s'est répandue instantanément. Les foules se sont rassemblées sur les marches du palais de justice, leurs visages illuminés par les écrans de téléphone alors qu'elles regardaient les diffusions en direct de la décision rejouées sous tous les angles. Certains ont applaudi l'équité de la décision, d'autres se sont demandé si la peine était trop clémente, mais peu pouvaient nier l'intégrité qui la sous-tend. En quelques heures, des extraits des remarques de clôture de Caprio ont circulé en ligne, sa voix ferme répétant que la justice ne doit jamais s'incliner devant le pouvoir et que la miséricorde ne doit jamais être confondue avec la faiblesse. Le soir, les hashtags exigeant une réforme ont eu une tendance nationale. Les talk-shows ont rejoué les images à côté de montages d'affaires judiciaires antérieures, positionnant Caprio non pas comme une célébrité, mais comme la conscience du système judiciaire. Arthur Mérin a été placé en garde à vue cet après-midi-là. L'image de lui montant dans la camionnette de transport, la tête basse, les poignets liés, une escorte policière de chaque côté, est devenue le symbole final d'une dynastie déchue. Mais même dans sa cellule, les échos de la salle d'audience l'ont suivi. Les murs de la prison étaient froids et sans ornement, l'air épais de désinfectant et de résignation. Il a passé ses premières nuits en silence, à regarder le béton et à rejouer les paroles de son fils dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, aucun titre, aucun contrat, aucune influence ne pouvait réécrire la vérité. En face de lui, à travers la petite fenêtre barrée, le faible son des cloches de l'église dérivait dans les airs, marquant l'heure. Il n'était pas un rappel de la liberté, mais du jugement. Pendant ce temps, Daniel Mérin a commencé le travail auquel son père n'avait jamais cru. Depuis le même bureau qui était autrefois un centre névralgique pour la corruption discrète, il a commencé à examiner les dossiers du département, à vérifier les budgets et à interroger les agents sur les chaînes d'approvisionnement qui n'avaient pas été remises en question pendant des années. Le programme a attiré l'attention des médias, mais Daniel a refusé les interviews, déclarant que la réforme n'était pas une question d'apparence, c'était une question de responsabilité. Sa résolution discrète a suscité une admiration réticente, même de la part d'anciens critiques. Semaine après semaine, le département a commencé à changer. Des rapports longtemps ignorés ont fait surface. De vieilles habitudes, dissoutes sous examen. Pour chaque histoire de tromperie découverte, Daniel a remplacé par une d'honnêteté reconstruite. Le juge Caprio a regardé tout cela se dérouler de loin. Lorsque les journalistes lui ont demandé s'il se sentait justifié, il a simplement dit que la justice n'avait pas besoin de victoire, seulement de persévérance. Il est retourné dans sa salle d'audience, présidant les petites créances et les différents mineurs avec la même grâce qu'auparavant, bien que tous ceux qui entraient dans ces portes en bois portaient désormais un respect plus profond pour le banc. Le concierge du palais de justice a déclaré plus tard que l'atmosphère avait changé, non pas dans le son ou la structure, mais de la manière discrète dont les gens levaient les yeux lorsqu'ils entraient, comme s'ils se rappelaient que l'équité existait toujours dans un monde souvent régi par la commodité. Les mois ont passé, et bien que le bruit du scandale se soit estompé, ces leçons sont restées gravées dans la mémoire de la ville. Des peintures murales sont apparues sur des murs de briques du centre-ville représentant une échelle équilibrée uniformément entre des mains de couleurs et de callosités différentes. L'expression « la miséricorde n'est pas la faiblesse » est devenue un slogan utilisé dans les campagnes de réforme civique. Le maire, une fois silencieux,
a publiquement crédité le programme d'intégrité pour avoir restauré la confiance dans le système. Même Arthur, dans la solitude de ses derniers mois derrière les barreaux, a commencé à envoyer des lettres, une à son fils, une autre à Caprio, les remerciant d'avoir sauvé le Nomérin, non pas de la honte, mais de l'illusion. Au moment où il a été libéré, son corps était plus faible, son pas instable, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Il a regardé de loin pendant que son fils dirigeait une cérémonie interne pour commémorer la première année complète du programme de réforme. Les agents se tenaient au garde-à-vous, le sceau de la ville brillant sur un drapeau récemment restauré derrière eux. Daniel a parlé tranquillement, rappelant à son équipe que le leadership n'était pas une question de contrôle, mais de courage. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas tonitruants, mais sincères, le son d'un département qui reprenait enfin son âme. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville scintillaient de l'autre côté de la baie, le juge Caprio était assis seul dans son cabinet, fermant le dernier dossier de l'affaire Mérin. Dehors, il pouvait entendre de faibles acclamations de la place, où les citoyens se réunissaient pour célébrer les réformes nées du scandale. Son marteau reposait à côté d'une note pliée, écrite de l'écriture de Daniel, lisant simplement « Vous avez restauré plus que la justice. Vous avez restauré la foi. » Caprio sourit faiblement, les coins des yeux plissés, et murmura que la foi n'était jamais à lui de restaurer, seulement pour rappeler aux autres qu'elle existait toujours. Le lendemain matin, les organes de presse de tout le pays ont rediffusé une fois de plus la vidéo de détermination de la peine, sous-titrée avec une ligne qui allait bientôt voyager, bien au-delà du Rhode Island. C'était la voix du juge Caprio, ferme mais compatissante, rappelant à tous ceux qui ont regardé que l'autorité sans humilité devient la tyrannie et que la justice doit marcher main dans la main avec empathie. Sur des millions d'écrans, un message a brûlé plus que le scandale qu'il a engendré. Si vous croyez en l'équité, partagez cette histoire, parce que le respect, une fois perdu, doit être gagné à nouveau.